Le quatrième conflit Shinobi a été l'occasion pour les fans de toute la planète de voir les plus grands ninjas combattre. Les deux camps étaient déterminés à aller jusqu'au bout et les combats étaient hyper intenses. Des membres de l'Akatsuki ont combattu, des grands Jonin ont combattu et même des anciens Kage ont combattu. Les combats étaient incroyables et la puissance globale du conflit a atteint des sommets. Beaucoup de personnages sont revenus, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup qui auraient pu bouleverser cet immense conflit. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on verra ensemble 10 personnages qui auraient pu bouleverser la fin de Naruto, cette œuvre légendaire. Ces personnages auraient pu bouleverser la fin en ôtant la vie de une ou plusieurs personnes importantes, ou encore en faisant en sorte que d'autres personnages aient le champ libre. Pour ne rater aucune vidéo Naruto et pour rejoindre Konoha, vous pouvez vous abonner, sans oublier le gros pouce bleu pour le soutien. Pour cette vidéo, je serai avec Mr Z, sa chaîne est en description, c'est parti. Manzeimon Shikamatsu, le créateur des marionnettes de combat. Manzeimon est une légende de Suna qui a permis à ce village d'augmenter considérablement sa puissance de frappe. L'art des marionnettes est rapidement devenu un art de combat pour plusieurs shinobi de Suna. Manzeimon est un génie qui a su mettre au point un système complexe de contrôle avec des fils de chakra. Durant l'œuvre Naruto, on a clairement pu voir que cet art pouvait être surpuissant. Ça a démarré très tôt avec Kankuro Genin, puis on enchaîne avec Shio et surtout Sasori. Sasori des Sables Rouges a montré une très grande maîtrise et surtout un très gros niveau. Même Deidara, qui a pourtant un énorme ego, a dit qu'il était inférieur à Sasori. Deidara l'appelait carrément boss, et comme Sasori n'aime pas attendre, Deidara s'est par exemple dépêché lors de l'attaque de Suna. Les marionnettes de combat peuvent être tellement puissantes que Shio pouvait prendre une forteresse et que Sasori peut prendre un pays tout entier. Malheureusement, on ne connaît pas grand chose de Manzeimon, mais il est fort à parier qu'il aurait très bien pu combattre et même pourquoi pas ôter la vie d'un grand shinobi de l'Alliance. Jiraiya. Heureusement qu'il ne fut pas présent car tous les Kage qui ont été ramenés par l'Edo Tensei ont donné du fil à retordre à l'Alliance Shinobi et Jiraiya est bien sûr de niveau Kage. Disciple de Sandaime, Jiraiya deviendra le sensei de grands noms. Minato, Nagato, Konan, Yaiko et bien sûr Naruto. Alter ego d'Orochimaru et Tsunade, lors de la deuxième guerre ninja, il reçut le titre de Sannin légendaire. Avant même de s'intéresser aux compétences de Jiraiya, sa réputation parle pour lui. Niveau combat, Jiraiya était un maître en ninjutsu. Maîtrisant toutes les formes du chakra, il a pu maîtriser le mode ermite des crapauds qui octroie une puissance remarquable. Son attaque la plus meurtrière est le Rasengan bien sûr, et le Odama Rasengan en mode ermite. Face à Pain Rikudo, il a pu terrasser 3 corps de Pain, ce qui est très impressionnant. Dans Naruto, il a prétendu pouvoir corriger Itachi Kisame, même si dans les faits, ça aurait été plutôt compliqué. Mais il n'en reste pas moins un des plus talentueux shinobi de sa génération. Sa longévité dans le milieu est là pour le prouver. Kisame Oshigaki. On ne parle pas souvent de lui alors que Kisame est un grand ninja parmi les plus grands ninjas. Ninja déserteur de rang S de Kiri, Kisame est carrément surnommé le bijou sans queue. Kisame est un membre emblématique de l'Akatsuki et son duo avec Itachi est vraiment mémorable. On se rappelle par exemple de la fameuse discussion qu'ils ont eue et qui était vraiment intense. Kisame représente la loyauté à son paroxysme et c'est ce qu'il définira toute sa vie. Avant d'être épaisse de la brume, il a ôté la vie des membres de sa division pour que personne ne donne d'informations. Par ailleurs, il a même carrément ôté la vie de son maître parce qu'il avait justement parlé. Il avait parlé à l'ennemi. Après cet événement, Kisame prit Sameada, puis plus tard il intégra l'Akatsuki. Son histoire est très dure, mais elle définit parfaitement celui qui restera fidèle à l'Akatsuki jusqu'au bout. Il œuvrait pour un monde sans mensonge, et personne ne peut nier le fait qu'il n'a pas trahi ses idéaux. On se rappelle que Onoki avait mal pris le fait que Gaara ait dit qu'il avait trahi les siens. Kisame est un très grand shinobi avec une très grande volonté, une très grande expérience et une force mentale très forte. À savoir qu'il était considéré comme étant l'épaisse de la brume le plus puissant. Sa force, son mental, ses techniques et son chakra parlent pour lui. Il n'est pas revenu parce qu'il s'est sacrifié avec ses requins, mais il aurait pu changer des choses. En termes de capacité, il en possède un long panel. Avec Sameada, il peut absorber le chakra adverse et il peut l'utiliser pour se régénérer. Rien que le fait de prendre du chakra et de se régénérer avec, c'est vraiment extraordinaire. La technique la plus intéressante de Kisame, c'est la fameuse danse du requin dans la prison aqueuse. Kisame crée une colossale bulle d'eau et surtout, il fusionne avec Sameada. Il devient alors le maître des lieux parce que le requin est dans son élément. Il a une meilleure vitesse, une plus grande force, une meilleure mobilité, il peut ressentir le chakra et il n'y a pas de limite de temps. Il reste sous l'eau comme il le veut. Il aura tenu Killer Bee qui est pourtant si puissant et si parfait en maîtrise d'Ashibi. Par contre, Killer Bee était bien sûr occupé à sauver Panta, ce qui laissait le champ libre à Kisame pour montrer sa puissance. Dans tous les cas, la prestation de Kisame est incroyable et sa technique l'est tout autant. Pour finir, je dirais que la trahison de Sameada est une très grande trahison. Kisame n'en revenait pas. Quelle ironie, se faire trahir par l'épée qu'il a récupérée après avoir combattu la trahison sur Kiri. Uchiha Fujaku.
on ignore quasiment tout des capacités de Fujaku, mais une chose est sûre, il était très fort. Père de Sasuke et Itachi, si ces deux enfants étaient aussi puissants, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'ils ont de qui tenir, de leur père bien sûr. Fujaku était le chef de la police de Konoha, mais aussi celui du clan Uchiha. De facto, il est celui qui a fomenté le coup d'état pour renverser le pouvoir en place. À l'époque, c'était Hiruzen Sarutobi le Hokage. Donc si Fujaku envisageait de faire tomber les dirigeants de Konoha, ça veut dire qu'il pensait avoir une chance face au Hokage. Fujaku est décédé lors du massacre du clan par son fils Itachi. Dans un arc filler consacré à Itachi intitulé Lumière et Ténèbres, Fujaku nous apprendra qu'il maîtrise le Mangekyo Sharingan. D'après Itachi, son père serait le pire adversaire du clan qu'il puisse affronter. Il redoutait donc la confrontation avec son père. Pourtant, la confrontation n'aura jamais lieu et Fujaku se laissera tuer par son fils. Danzo Shimura, le chef de la racine de Konoha. Là où son ami d'enfance Hiruzen représentait l'arbre, Danzo représentait quant à lui ses racines. Il restait dans l'ombre pour protéger Konoha, même si ses méthodes sont pour le moins discutables. Danzo a perdu la vie après avoir affronté Sasuke post-conseil des Kage. Le Sasuke qui affrontait Danzo était un Sasuke hyper déterminé à tout lui faire payer. Après avoir combattu Itachi, Sasuke voulait se venger à tout prix, mais plus de son frère. Ce gros combat nous a permis de voir l'évolution de Sasuke lors d'un vrai combat post-combat avec Itachi. Danzo avait un excellent niveau et surtout d'excellentes capacités. Ses techniques futon sont très rapides et peuvent découper un corps. Il avait l'Izanagi et même le Mokuton. Là où Danzo aurait pu faire changer des choses, c'est par rapport à sa technique sacrificielle, la technique des 4 symboles inversés. En effet, avec cette technique, Danzo peut en principe ôter la vie à n'importe qui. En mode réincarnation des âmes, on aurait pu avoir de gros dégâts. La réincarnation des âmes a justement été inventée par Tobirama pour que les combattants ramenés à la vie puissent passer outre le décès. Donc une technique sacrificielle aurait pu mettre en galère toute l'alliance. Les techniques de ce type sont toujours hyper puissantes parce qu'elles prennent la vie de l'utilisateur. Cette dernière aurait pu être un gros bonus pour le camp adverse. Danzo Shimura aurait donc pu représenter une grosse menace. Konan a reçu les enseignements de Jiraiya, elle qui se voulait être le pilier qui allait soutenir les deux ponts vers la paix que sont Nagato et Yahiko, connut un destin tragique car elle fut assassinée par Obito. Mais attention, Konan a mis Obito en grande difficulté, le poussant dans ses derniers retranchements avec l'usage d'Izanagi pour réécrire la réalité. C'est dire à quel point Obito a eu chaud. Si Konan avait participé à la 4ème guerre, elle aurait tué un nombre important de shinobi grâce à un pouvoir de destruction à grande échelle, lorsqu'elle fait péter des milliards de parchemins à la chaîne, et c'est cette technique qui a mis Obito en galère. Même son ninjutsu spatio-temporel était inutile. On peut donc estimer que si Konan avait participé à la 4ème guerre, elle aurait pu faire pencher la balance dangereusement en faveur de l'ennemi. Maito Dai, le père de Gai. Voilà un ninja qui aurait pu faire basculer le 4ème conflit en faveur de l'ennemi. Ninja flamboyant de Konoha, Dai possédait plus que quiconque la volonté du feu en lui. Car tout comme Tobirama, il n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour sauver la jeune génération. Tout ce que Gai maîtrise, il le tient de son père. On peut donc en déduire que si Dai avait participé à la 4ème guerre, il aurait foutu un sacré bordel. De par ses aptitudes exceptionnelles au combat, Dai était un maître en taijutsu. Il était en mesure d'ouvrir toutes les portes célestes. Concrètement, qu'est-ce que ça aurait donné sur le champ de bataille? Eh bien déjà, à partir de la 7ème porte, ça aurait été compliqué à gérer pour l'Alliance Shinobi. Mais le plus terrifiant est la combinaison de la 8ème porte ouverte avec l'Edo Tensei. En gros, ça revient à ce que Dai utilise en permanence la 8ème porte. Normalement, l'issue est la mort, mais l'Edo Tensei permet de revenir encore et encore. Et quand on voit le pouvoir de destruction de Gai, 8ème porte ouverte, face à Madara, on peut penser que si Dai Maito avait été présent, l'Alliance Shinobi aurait frôlé la catastrophe, avec une puissance de frappe impossible à contrer. Sakumo attaqué, le père de Kakashi attaqué. Sakumo est un shinobi avec un très gros niveau qui aurait pu faire galérer l'Alliance. Comme dit dans ma récente vidéo sur Kakashi, après la perte de son Sharingan, il a gardé un très bon niveau. L'information est officielle parce qu'elle provient du roman officiel de Kakashi. À la question comment, on pouvait donc répondre qu'il a désormais un style de combat qui se rapproche de celui de son père, Sakumo. Ça tombe bien parce qu'il aurait pu revenir et qu'on aurait pu avoir quelque chose d'excellent. Déjà, on aurait pu avoir un très bon dialogue entre le père et le fils. On sait que ce genre de discussion est toujours très profonde dans Naruto. Ensuite,
on aurait pu voir comment Sakumo combattait réellement parce qu'il était réputé pour avoir un très gros niveau. Sakumo, c'est vraiment l'élite de Konoha qui peut combattre n'importe qui. Son histoire est d'une tristesse sans nom, mais on remarque que Sakumo n'est pas tombé sur le champ de bataille. Il aurait pu, mais personne n'a réussi à lui ôter la vie. J'aime le dire lorsque je parle de lui, mais l'info est incroyable. Il faisait de l'ombre à Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Lorsque le grand Sakumo était vivant, même les Sanin légendaires avaient du mal à être sur le devant de la scène. Orochimaru le savait pertinemment, Tsunade également et Jiraiya également. Lorsqu'il voyait Kakashi, il voyait en lui son père qui était si puissant. Sakumo Atake et Daimaito sont deux hommes, deux pères et deux légendes du monde. Ils étaient humbles, respectueux, respectables, dignes et hyper puissants. Sakumo n'a pas supporté la pression psychologique exercée par les habitants de Konoha, alors qu'il avait pourtant sauvé des camarades de ce même village. Son histoire est très dure, mais c'est aussi ça le monde shinobi. Le plus important, c'est qu'une fois qu'il raconta tout ça à son fils, ce dernier lui a dit qu'il lui pardonnait. Naruto est vraiment une œuvre légendaire. Naruto vit. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.